des médias. Le goût des médias. Le son des qualités et les belles images qui nous émerveillent. Niragongo Production. Une production audiovisuelle. Qui parle de vous comme dans vos rêves. Salut à tous et bienvenue sur le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Je suis Ali Kahashi, directeur créatif à Niragongo Production et le présentateur de ces podcasts. NNP Niragongo Production. Joignez-nous pour vos productions audiovisuelles et des qualités. Dans cet épisode du NNP Podcast, nous sommes avec Dievin Moussagui, avec qui nous discuterons sur l'entrepreneuriat, l'innovation et la technologie, comment associer et dissocier ces secteurs, quelle est la place de l'innovation dans l'entrepreneuriat. Nous le saurons dans ces nouvel épisode du NNP Podcast. Dievin Kubota Moussagui, entrepreneur dans le domaine de la technologie et de la logistique, producteur de la revue InnovMag, professeur assistant à l'Institut supérieur de l'information et de gestion, ici en sigle à Goma, et CEO de Goodwin et ex-responsable régional de la Chambre de commerce et industrie franco-congolaise. On peut dire que c'est un homme à tout faire. Dievin, merci de venir dans notre studio à Niragongo Production. Ton CV, il m'épate. C'est plutôt moi qui vous remercie pour l'invitation et pour l'honneur accordé à ma petite personne. Parle-nous un peu plus de toi, Dievin. Là où tu as grandi et là où tu as fait tes études. En termes de personne, en termes de moi, Dievin, je suis un jeune Congolais, comme on l'a dit, mais de Goma. Je suis né à Goma, grandi à Goma pour une grande partie de ma vie. J'ai fait mes études primaires et une partie de mon parcours secondaire sur Goma. J'ai fait une partie à Bunia et mon cursus universitaire pour le premier cycle, je l'ai passé à l'ISP Bukavu. Et mon second cycle, je l'ai passé à l'ICIJ Goma pour le département d'informatique de gestion pour la filière de la programmation informatique. Super. Et à quoi ressemble ton parcours professionnel? Mon parcours professionnel, il ressemble plus à un graphique de montée de descente. Oui, j'ai juste un peu mentionné dans l'introduction. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? J'ai travaillé depuis un très long moment, avant même de finir mes études. J'ai déjà commencé à faire un boom pour le monde professionnel. Et j'ai travaillé pour les ONG pendant un très long moment. Et après, pour développer un côté business, je suis passé vers les entreprises. Et j'ai compris que c'était où mon appel était plus étincelant, quoi. Donc j'étais plus rapproché vers le vrai moi, plus du côté des entreprises. S'il faut parler concrètement, quelles sont les entreprises avec lesquelles tu as travaillé ou les ONG avec lesquelles tu as travaillé? S'il faut parler en termes d'ONG, s'il faut faire une liste, ça serait très long en termes de liste. Mais s'il faut signifier, j'ai travaillé avec la 9e Fédération de la Santé sur Bunia. J'ai travaillé avec l'organisation appelée COPI sur Bunia comme encodeur informatique. J'ai travaillé avec les Jésuites pour JRS sur Goma. J'ai travaillé avec Un Jour Nouveau sur Goma. J'ai travaillé pour le côté entreprise. J'ai été consultant dans plusieurs entreprises, entre autres. J'ai travaillé avec Evo Green, par exemple, qui était une start-up de l'agribusiness. J'ai travaillé avec eux. J'ai travaillé avec Synapse Hub, qui est un programme d'accompagnement de certains étudiants qui aussi étaient une entreprise à l'époque. Mais j'ai aussi travaillé comme codeur pour un programme de Google. Et aujourd'hui, je travaille avec Godunor Corporation, qui est une entreprise où je suis présentement CEO.
Après votre passage par toutes ces entreprises, j'imagine qu'il y a d'autres que tu n'as pas citées. Ouais. C'est quand même un acquis et ça garantit votre CV. J'imagine quelqu'un qui regarde votre CV, il va se dire « Waouh, ces gars, c'est du béton, quoi. » C'est le nouveau terme. Pourquoi avoir pris le risque d'entreprendre alors que vous étiez dans une zone de confort, et, si on peut le dire comme ça? Le risque, il est pour moi le meilleur de décisions que j'ai pu prendre sur le parcours de ma vie. Et je pense que, comme on est en train de le dire, la plupart des gens, ils sont pas prêts à sortir de leur zone de confort, vu que déjà ils ont un salaire, ils ont un montant précis qui couvre leurs charges mensuelles ou peut-être annuelles, ça dépend du domaine sur lequel on travaille. Mais si moi, je me suis décidé de prendre le risque, vu le CV que j'avais déjà, c'était pour moi motivé par ma mère, qui, pour moi, peu importe le domaine dans lequel elle est présentement, a été une motivation en termes d'entrepreneuriat. Et aussi, mon père, qui revenait tous les jours fatigué, qui se plaignait. Non, moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon, oui, j'ai un salaire chaque fin du mois, mais je rentre toujours cassé. Et moi qui disais toujours à mon père, pourquoi t'arrêtes pas? Et il me répondait, comment tu vas aller à l'école? Alors, je me disais, il faut trouver une façon de toujours financer le besoin qu'on a, mais en étant un peu plus libre. Et j'ai vu ça chez ma mère. Elle vendait de l'huile, elle vendait de beignets, vendait du savon. Et je me disais, ma mère pouvait dormir au courant de la journée, mais chaque soir, elle pouvait compter de billets, peu importe le montant. Et ça m'a motivé tous les jours pendant que je travaillais, bien sûr, pour certaines personnes. Et étant du domaine, bien sûr, de l'entrepreneuriat, tu peux nous dire qui est un entrepreneur et quels sont les critères qui définissent un entrepreneur? Pour moi, un entrepreneur est toute personne étant prêt, comme tu l'as dit, déjà à prendre un risque en créant ou en se décidant de faire aboutir une idée et en faire une entreprise. Mais pas n'importe quelle idée, mais toute idée capable de résoudre un problème réel sur un marché bien défini. Je pense que c'est celui-là que moi j'appelle un entrepreneur. Parce que si tu crées une solution pour une idée bien précise, pour un problème qui n'est pas un problème réel pour une communauté pour laquelle tu appartiens, je pense que pour moi, c'est pas une entreprise. C'est une idée, bien sûr, mais qui ne vaut pas son poids d'or de devenir une entreprise et de faire de toi un entrepreneur. Et c'est de cela que moi, je vais sortir le critère, entre autres, déjà le goût du risque. Le goût du risque, c'est déjà je pense, la base parmi les critères pour devenir un entrepreneur. Il faut savoir prendre ces risques-là. Il faut savoir apprécier le risque que vous avez à prendre. Parmi les autres critères que moi j'aurais peut-être à signifier, c'est aussi de savoir déceler le réel problème de sa communauté. Quel est le vrai problème que ta communauté possède et quelle est la solution que tu ramènes par rapport à ces problèmes-là. Je pense qu'avec ces deux critères que je cite d'abord, et qu'on sera en train d'évoluer, en train de rajouter d'autres critères, mais les deux sont de très bons critères pour motiver chaque personne à se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, ce que j'ai compris, l'entrepreneuriat est un domaine à haut risque, toujours des risques. Étant un domaine à haut risque, où le succès n'est pas certain, pourquoi on doit entreprendre ? Pourquoi on devrait entreprendre? Pour moi, pourquoi on devait entreprendre si déjà on risque? Pour moi, la réponse à cette question-là, déjà vivre est un risque. Si vivre est un risque, ça signifie que travailler pour autrui, c'est déjà un risque. Pour ne pas dire que c'est un risque double, parce que tu subis les humeurs des personnes avec des raisons non connues. Tu gères les humeurs de personnes sans être la raison de peut-être leur perte d'humeur ou leur saut d'humeur. Et
comme je l'ai dit au début, il faut déjà savoir apprécier le risque. Il faut déjà voir que le risque n'a pas que de côté positif, n'a pas que de négatif. Il faut savoir plutôt travailler sur le positif que t'offre ce risque-là. D'accord? Quel est le positif de manquer de l'eau à Goma? Qu'est-ce que toi tu rapportes comme solution, comme manque d'eau? Les gens, ils sont dans le noir dans ton quartier. Quelle est la solution que toi tu rapportes? Donc, à chaque problème, il y a toujours l'opportunité donnée par ces problèmes-là que toi tu peux valoriser et bien sûr vendre à ta communauté. Je pense que chaque risque a sa raison d'être et s'il n'y avait pas de risques, je pense qu'il n'y aurait pas d'entreprise. Et on dit que qui ne risque rien n'a rien. Exactement, exactement. Et je suis d'accord avec le principe. Dans quel sens? Je suis d'accord avec le principe parce que même l'employeur pour qui tu travailles a pris de risques. Et s'il n'aurait pas pris de risques, tu n'aurais pas de travail. Ce qui explique déjà le principe de qui ne risque rien n'a rien. Donc, pour moi, s'il faut risquer, il ne faut pas risquer de travailler toute sa vie pour quelqu'un. Ça ne serait pas le bon risque. Il y a déjà une multitude de risques à prendre et c'est à vous de choisir lequel vous voulez prendre. Ok. Et étant un entrepreneur de carrière, pouvez-vous nous donner quelques pistes sur le premier pas de l'entrepreneuriat? Comment et par où il faut commencer? L'entrepreneuriat étant un domaine vaste, comme les gens ils le disent, les débuts sont toujours très difficiles. Et je pense que c'est ce qui donne le goût au success story de tous les entrepreneurs. Toute personne ayant eu de difficultés au début sait apprécier ses succès. Comme on l'a dit, j'ai entendu ça dans une chanson et dans plusieurs livres. Comment bien apprécier le goût du miel si on n'a pas su le goût du vinaigre? Et pour les débuts, ce qu'il faut plutôt faire, c'est de se rassurer, de bien se rassurer qu'on a un bon coach, un bon mentor. Après avoir bien contextualisé ton idée, tu te dis, OK, je vais faire ceci par rapport à tel problème, mais je connais telle ou telle autre personne qui a pu travailler dans le même domaine, dans le même secteur. Je vais demander à cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a pu faire pour faire 1, 2, 3 choses, 4 réalisations, et aujourd'hui elle est plus connue. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour en arriver là? Et c'est là qu'on a besoin d'un mentor. Un mentor est toute personne qui est arrivée où vous voulez aller. Et un coach, c'est toute personne qui connaît les techniques pour vous faire arriver à la place. Donc pour moi, ce sont carrément les petites choses ou les petites notions à exploiter déjà au début de votre carrière d'entrepreneur. Ok. Et quelles sont les aptitudes alors ou les habiletés d'un bon entrepreneur? Les habiletés ou les aptitudes de bon entrepreneur. Un bon entrepreneur est toute personne capable de rendre une idée argent. C'est ce que j'ai dit toujours aux gens. Si vous avez une idée que vous ne savez pas comment transformer en argent, je pense qu'elle n'a pas sa juste valeur. Pourquoi elle n'a pas sa juste valeur? Parce que nous tous, nous pouvons avoir des idées, mais si cette idée ne peut pas être transformée en argent, elle n'est pas une idée entrepreneuriale. Je peux avoir une idée pour faire un dessin sur un mur, mais si le propriétaire du mur n'est pas capable d'apprécier cela en art et qu'il soit capable de me payer pour en faire d'autres murs, je ne vois pas pourquoi je dois peindre ce mur-là. Vous voyez un peu le concept. C'est plus ce côté-là qu'il faut valoriser d'un entrepreneur. Que toute personne soit capable d'analyser, comme on l'a dit, un problème et qu'il voit de ces problèmes une idée jaillir au clair et s'est dit, OK, moi je vais faire ceci. Il y a beaucoup de personnes qui en ont fait, qui en ont fait de solutions par rapport à des problèmes. Mais qu'est-ce que toi tu ramènes comme valeur ajoutée? Qu'est-ce que toi tu fais comme un plus par rapport à ce qu'un tel ou un tel a pu faire dans le domaine?
Et surtout qu'ici, chez nous, nous avons des multitudes de problèmes. Exactement. Dans le village, il y a le choléra, il y a le problème d'eau, il y a le problème d'électricité, problème de sécurité, problème de problème. Ouais. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait voir ces problèmes comme opportunité et savoir où est-ce qu'il peut tirer l'argent, c'est ça les aptitudes d'un bon entrepreneur, si je comprends bien. Exactement. Ok. Une petite question de curiosité. Combien d'affaires avez-vous entrepris? Et jusque-là, avez-vous rencontré des obstacles? Est-ce que vous avez eu des échecs? Vous pouvez un peu nous en parler. Combien d'affaires je puis commencer? J'aimerais peut-être poser une question. Combien d'affaires à succès ou juste des affaires combinées? Là où tu as eu des obstacles, là où tu as échoué, là où tu as réussi. Okay. J'estimerais en termes de nombre. Présentement, je pense que je suis à une quinzaine à succès et à peu près une dizaine ou une vingtaine de projets sur lesquels j'ai pu échouer. J'ai pas pu échouer sur ces projets-là parce que j'étais nul, non. Mais certains projets, j'ai pu échouer tout simplement parce que j'avais des mauvaises personnes à mes côtés. D'autres projets, j'ai pu échouer parce que j'avais des difficultés de fonds, de financement pour ces projets-là. D'autres projets, j'ai aussi échoué tout simplement parce que j'ai pas pu suivre des conseils de personnes qui étaient dans le domaine. Et je pense que certains sur lesquels j'ai pu réussir, c'est parce que j'étais, bien sûr, en train de travailler sur les personnes qui ont su comprendre que la loyauté était aussi parmi les bases de la réussite de tout projet, si vous êtes en train de travailler sur un projet à groupe, et aussi une certaine discipline. J'ai toujours eu des difficultés, depuis que j'ai commencé le monde entrepreneurial, j'ai toujours des difficultés d'être à 5h30 dans mon lit. J'ai comme une sorte d'alarme dans ma tête qui me réveille toujours à 4h30. Même si je veux me remettre au lit pour dormir, à 5h30, je dois quitter mon lit, mais je me réveille d'abord à 4h30. Et ça, j'ai 10 à 12 ans que c'est toujours comme ça. Je me rappelle une fois, mon médecin m'a dit que j'étais en train de mourir et il m'a dit d'essayer un jour de dormir 8 heures. Et le lendemain, j'étais à l'hôpital parce que j'avais des migraines comme pas possible. Et après, il m'a dit, bon, reste comme ça, mais essaie de te reposer. Et je pense que c'est plutôt un côté disciplinaire qui m'a permis de changer ces échecs qui m'ont servi à moi comme leçon, bien sûr. Parce que je me dis toujours, si j'avais pas pu réussir à cette époque-là, c'était pas parce que j'étais pas bon, mais c'est plutôt parce que je devais apprendre. Et je pense que j'ai appris, et je ne cesse d'apprendre, parce que je ne suis pas parfait. Et cela me permet bien sûr de continuer à faire et à donner le meilleur de moi-même pour le projet qui sont à succès présentement. Ok, et s'il faut citer quelques projets à succès, lesquels tu peux nous citer? Parmi mes meilleurs projets à succès, je citerai Godwina de Godwina Corporation. Vous m'avez entendu vouloir citer Production parce que c'était l'idée du début. Et je ne cesserai de remercier mes partenaires, mes présents partenaires, surtout de m'avoir accordé cette confiance, mais aussi d'avoir compris que le rêve était là, mais ce n'est qu'avec eux que je pouvais y arriver. Ça a été très difficile quand j'étais seul, mais avec mes partenaires présents, je pense que sans ces partenaires-là, je ne serais pas le divin que je suis présentement. Je ne serais pas CEO de l'entreprise qui existe maintenant là. Parce que j'ai compris que j'avais des capacités, j'ai compris que j'avais de force en certains termes, si je dirais ça comme ça, mais j'ai aussi compris que j'avais des failles quelque part. J'ai compris que, par exemple, le Dieu vin était très bon pour des solutions multiples,
mais qui n'était pas bon pour écrire de projet, par exemple. Je peux donner des grandes lignes pour un projet, mais quand il s'agit de le faire en français, quand il s'agit de le faire en plusieurs chiffres pour des investisseurs, ça, il y a quelqu'un d'autre qui sait le faire. Quand il s'agit d'avoir de capacité à trouver des solutions logistiques, il y a quelqu'un d'autre qui sait le faire. Et Dieu merci pour moi, je me suis associé au meilleur partenaire qui soit. Je parie que toutes les entreprises aimeraient avoir mes partenaires. Malheureusement, je ne les lâcherai pas. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on entend souvent parler de l'innovation. Mais concrètement, quand pouvons-nous parler de l'innovation en termes d'entrepreneuriat? Pour moi, l'innovation, c'est la petite nouvelle touche personnelle qu'on ramène à un secteur ou un domaine précis. Quand je parle de la touche personnelle, ça peut être sur chaque point de ces domaines-là. Certaines personnes vous diront qu'ils ont innové dans les domaines de la technologie. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont peut-être ramené un logiciel de gestion d'école, comme a été le cas d'un ami que je citerai si vous le permettez. Ça a été le cas de Manik, par exemple. Il a ramené une solution d'éducation. Beaucoup de gens, ils ont des solutions d'éducation, mais il a ramené une solution personnalisée pour un problème qu'il a, lui, constaté. Les personnes ayant d'autres solutions d'éducation sont venues peut-être de l'Europe. Mais les problèmes d'éducation en Europe n'ont jamais été les problèmes d'éducation à Birere, n'ont jamais été les problèmes d'éducation à Kivu International School, n'ont jamais été les problèmes d'éducation à Bukavu. Donc, lui, Manik, a ramené sa petite touche manichéale, si je dirais, à ces problèmes-là. Donc, il y a toujours la petite touche qu'on ramène sur les côtés processus, sur les côtés organisationnels, sur le côté fonctionnement, sur le côté réalisation, et c'est ces côtés-là que les gens appellent innovation. Donc, c'est carrément cette nouvelle facette, ces nouveaux, comment je dirais, cette nouvelle habit que vous donnez au secteur. C'est plus ces côtés-là qu'on appelle l'innovation de l'entreprise ou en entrepreneuriat. Est-ce que c'est possible d'entreprendre sans innover? Si oui, quels sont les avantages et les désavantages? C'est possible d'entreprendre sans innover, je dirais oui. Mais je ne conseillerais pas. Pourquoi? Parce que on peut être en train d'investir de l'argent dans une idée en oubliant une chose, c'est qu'on n'est pas seul sur Terre. Nous sommes des milliers sur Terre. Et j'aimerais aussi préciser que vous ne pouvez pas être le seul à avoir reçu une idée sur une tête. Vous êtes de milliers à les recevoir à quelques millisecondes près. Mais tous, vous ne les digérez pas de la même manière. Par exemple, le commerçant. Je donne un exemple simple de gens qui peuvent investir ou entreprendre sans innover. Je me décide aujourd'hui de commencer à vendre des tomates ou des avocats devant le supermarché. Ok? Je vais le vendre, bien sûr. Mais en oubliant une chose, que la dame qui vendait 5 ans avant moi a déjà un carnet de clients, a déjà de personnes qui sont dans son réseau par les liens familiales. Et puis, il y a des personnes qui l'apprécient parce que peut-être elle s'habille bien, ou bien parce qu'elle est belle dame, ou bien parce qu'elle parle bien à ses clients. Et que donc, si moi je venais dans le même secteur sans y rapporter ma petite touche, je serais en train d'entreprendre, oui, mais avec plus de risques que la dame. Mais si vous entreprenez, par exemple, vous achetez des pastèques, je donne un exemple, et vous, au lieu de les revendre en pastèques, vous les revendez en smoothie, par exemple. Vous avez rajouté le côté transformation sur le produit. Et même si vous êtes à la même place que la dame qui vend le pastèque, les gens qui ne veulent pas ramener de pastèque à la maison, mais qui veulent consommer de fruits déjà en jus sur place, vont racheter chez vous. Et vous racheterez à votre tour des pastèques à la dame.
Et vous serez en train de créer un réseau et une chaîne de valeurs. Voilà ce que moi je comprends de ces côtés-là. Comment on peut arriver à créer une culture d'innovation dans une entreprise, par exemple, qui a déjà 10 ans, il a 5 ans qu'il existe, ou peut-être une entreprise qui commence? S'il faut parler de ramener la petite flamme, ou la petite touche, comme je l'appelle, d'innovation dans chaque secteur, je pense qu'il faut comprendre, il faut aller de bonnes bases qui, en premier, c'est la discipline de l'excellence. L'ennemi de l'excellence, c'est le bon. Si vous faites bien votre travail, ça suffit peut-être à certaines personnes, mais ça ne suffit pas à tout le monde. Mais si vous êtes excellent dans votre domaine, c'est déjà la meilleure de solutions que vous avez. Mais aussi une chose, moi j'étais en train de lire un livre intitulé Seduced by the Success. Et dans ce livre, on écrit quelque chose, on dit toutes les personnes, toutes les grandes entreprises qui se sont écroulées ne se sont pas écroulées tout simplement parce qu'il y a eu vol. Ils ne se sont pas écroulés tout simplement parce que il y a eu grosse perte. Non. Mais certains, et d'ailleurs la plupart, se sont écroulés parce qu'ils ont cru que l'apogée était à eux pour toute la vie. Ils n'ont pas pu rajouter quelque chose de nouveau. Ils n'ont pas pu, à l'air juste personne, de s'adapter par rapport au marché. Parce que le marché ne restera pas statique tout le jour. On est sur Goma aujourd'hui, mais rien ne prouve qu'on restera sur Goma. Je donne le cas de Godwin. On a commencé sur Goma, mais nous sommes sur la partie est présentement. On a rendu des services sur Lubumbashi, on a rendu des services sur Kindu, on a rendu des services sur Aru, non loin de l'Ouganda. On a rendu des services sur Doba, presque en Sud-Soudan. On a rendu des services sur Bukavu. On a rendu des services même sur Kisangani. Et donc, si vous n'êtes pas prêt à travailler sur une discipline de rénover, de ramener la touche personnelle tous les jours, de ramener un côté nouveau, d'adapter vos réalisations par rapport aux besoins du client tout le jour, d'une manière infinie et d'une manière excellente, je pense qu'il faut arrêter plutôt d'entreprendre au lieu de perdre de l'argent. Est-ce que innover, c'est seulement créer quelque chose de nouveau ou l'on peut innover dans quelque chose qui existe déjà? Disons, quelles sont les différentes formes d'innovation? J'imagine que ça, tu as essayé de parler. Est-ce que tu peux... Exact. Je vais peut-être essayer de préciser par rapport à cela. L'innovation ne signifie pas seulement ramener quelque chose de nouveau, comme je l'ai dit. Ramener quelque chose de nouveau en termes de produits, par exemple. Non, pas nécessairement. Mais vous pouvez plutôt définir l'innovation comme la nouvelle flamme qu'on ramène, peu importe sur un nouveau ou un ancien produit. Pour preuve, Nido a fait de publicité chaque année, chaque mois, chaque 6 mois, chaque 3 mois. Pourtant, pour le même Nido qui existe il y a des années. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rappeler à leurs personnes qu'on a peut-être rajouté la vitamine D ou E, par exemple. Oui. Peut-être qui existait, mais tout simplement qui n'était pas notifié sur les emballages. Vous voyez? Donc, innover, c'est plus rajouter une petite flamme qui n'était pas encore là. Rajouter une petite touche qui n'était pas encore prise en compte. Comme par exemple, aujourd'hui, on a les transports sur Goma. Oui, tout le monde peut se déplacer, mais combien de gens se déplacent de la manière que moi je ramène, par exemple? Ok? Combien de gens veulent se déplacer la nuit, mais ne peuvent pas le faire? Combien de gens veulent se déplacer en week-end seuls dans un bus? Combien de gens ne sont pas prêts à partager leur transport, en commun ou pas? Vous voyez un peu? Donc, c'est plus le côté nouveau qu'on ramène dans le système, qu'on ramène dans le processus, comme je dis, qu'on ramène dans la réalisation. Tout le monde est habitué aux factures écrites à la main. Mais quand il s'agit
de rechercher la facture. C'est là que les entreprises peinent. Combien de gens ont ramené un système de facturation et ils ont vu les choses changer, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est plutôt ces côtés-là. Donc, ne voyez pas l'innovation tout simplement par la création d'un nouveau produit, mais plutôt de la création de cette nouvelle manière de faire, oui. De cette nouvelle manière de voir les choses. Donc, voilà. Par exemple, s'il faut parler concrètement dans la ville de Goma, on a des bus qui font les transvilles. Si par exemple, on peut parler de l'innovation dans le transport, c'est peut-être avoir des gens qui payent par Airtel Money, par exemple. Exactement. Au lieu de juste donner l'argent, créer un système qui paye juste avec le mobile money ou le carte, comme au Rwanda, il y a les tap and go. Exactement. Moi j'ai été au Kenya, par exemple, et quand tu arrives au Kenya, tu te rends compte qu'il y a moins de liquide en termes d'argent sur les mains de gens. Pourquoi? Parce que tout simplement, les solutions ont été là. Les solutions qui ont rapporté de réelles résolutions aux problèmes du marché, et les gens se sont accrochés. Les gens se sont accrochés. Voilà pourquoi j'étais en train de dire il faut se rendre réellement compte du problème que vous voulez résoudre. Donc l'idée ne suffit pas, mais il doit résoudre un problème. Est-ce que les gens sont fatigués de payer le bus avec le cash? Est-ce que les gens sont fatigués, par exemple, de ne pas avoir la capacité de partager leur transport avec quelqu'un d'autre? Au lieu de donner de l'argent à quelqu'un, tu as une carte, tu lui dis « Ok, je te prête ma carte, utilise pour le transport. » C'est possible. Mais est-ce qu'une personne a déjà proposé la solution par rapport à cela? Est-ce que c'est nécessaire pour chaque entreprise d'innover? Je pense que c'est même obligatoire. C'est même obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que le marché, comme je l'ai dit, n'a jamais été statique. Les clients ne sont pas les mêmes. Je peux dormir aujourd'hui avec l'envie d'avoir un hamburger à Nyumbani. Et 2 jours après, j'ai envie d'avoir cet hamburger dans mon lit. Donc, si Nyumbani n'a pas pris de précaution de me les livrer à la maison, je me demande si j'irai pas voir quelqu'un d'autre. Et si vous me dites que ces entreprises ne prennent pas l'innovation comme besoin primordial pour les révolutions, je ne pense pas qu'ils sont plus en train de se voir dans le futur. S'ils sont en train de se voir dans le futur, je pense qu'ils sont aussi en train d'y penser. Ils sont aussi en train de voir que c'est le seul chemin par lequel ils doivent passer. Parce que s'ils se disent qu'ils ne sont pas prêts à innover, je pense qu'ils sont plus en train de calculer comment ils vont faire la revente de leur entreprise. Pour quelqu'un qui voit grand, pour quelqu'un qui voit les choses différemment. Peut-être qu'on a oublié d'en parler. Je voulais à ce que on finisse cette émission. Tu me parles de ton autre initiative, InnovMag. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas fait mention à cela. Comment est venue l'idée et comment tu es arrivé à faire InnovMag et pourquoi InnovMag? Innov Magazine, bien sûr. Alors, c'est pas que je voulais pas en parler. Je voulais bien sûr en parler, mais j'attendais peut-être le bon moment. D'où vient l'idée de InnovMag? En fait, déjà à la naissance, l'idée est venue du fait que moi j'ai discuté à l'époque avec ma directrice de la chambre. Et j'étais en train d'expliquer, je disais... Directrice de la chambre. De la chambre de commerce, je précise. De la chambre de commerce. Et j'étais en train de dire, à Goma, on est dans un contexte hors norme dans ce pays. On est dans le coin où il n'y a pas de grandes entreprises.
peu importe les secteurs. Les grandes entreprises sont adressables. Donc, on sait que c'est l'entreprise de tel et de tel. Et toutes ces grandes entreprises de l'Est appartiennent à des tierces personnes qui ont été commerçants et qui ont évolué vers le monde entrepreneurial. Et Goma est plus impacté par le monde des ONG. Et étant à une chambre de commerce qui ne travaille pas avec les ONG, moi je leur ai dit, on doit plus s'investir vers le start-up. Parce que ce sont ces jeunes entreprises, s'ils sont bien encadrés, bien éduqués, et peut-être leur trouver des sponsors, des investisseurs pour qu'ils évoluent, c'est eux qui deviendront demain de membres de la chambre pour la partie Est. Et idée qui était bien sûr valide et n'a pas été exécutée pour 2 raisons que moi j'ai trouvées logiques. Par exemple, il fallait y mettre de fonds que la chambre n'avait pas bien sûr à l'époque. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi je peux faire? Quelle est ma part des réalisations dans tout ça? Tout le monde vivant à l'extérieur, surtout la diaspora, ils affichent la RDC comme un pays de guerre, un pays de viol, un pays de barbarie, de brutalité, de criminalité, chose que je ne refuse pas. Mais dans ces mêmes pays où la criminalité est à la hausse, avec un taux élevé, voulais-je dire, Vani est en train de construire Serena. Dans ces mêmes pays où les femmes sont violées, il y a Modé qui est grand dans le transport. Dans ce même pays où il y a difficulté de partager, de vivre entre Massissi et Goma, Godwiner est meilleur dans la logistique. Et je me suis dit, pourquoi les gens s'attellent plus sur les négatifs? Pourquoi tout le monde n'affiche que le problème, en oubliant que dans chaque problème, il y a aussi des opportunités. Pour preuve, la guerre de l'Est crée des ONG, et ces ONG nourrissent la plupart, ils nourrissent, voulais-je dire, 90% des familles à Goma. Mais je suis de ces personnes qui pensent, et je suis d'accord avec ma pensée, qu'il n'y a eu aucun pays au monde, aucun, qui s'est développé avec les ONG. Pour preuve qu'il faut entreprendre. Et alors, moi je me suis dit, avec InnovMag, je pouvais être cette vitrine de bon côté. Je pouvais être cette porte par laquelle on va faire sortir le côté entrepreneurial, le côté positif de la RDC. Voilà pourquoi je me suis dit, ok, on peut commencer avec InnovMag. On peut commencer avec ces magazines qui, bien sûr, va faire connaître au monde que non seulement à Goma, il y a un jeune de 18 ans qui a été enrôlé dans l'armée, mais il y a aussi un autre jeune qui a quitté le milice et qui a une entreprise, par exemple, qui fait tel chiffre d'affaires. Il y a non seulement une femme qui a été violée, mais il y a de l'autre côté une femme qui a perdu son mari en guerre et qui a une entreprise de café. Il y a non seulement un devin assistant à l'université quelque part, mais il y a aussi un jeune qui n'est même pas allé à la fac, mais qui a une entreprise qui pèse des millions. Voilà un peu le point sur lequel j'aimerais bien préciser que InnovMag, sa raison d'existence a plus été de donner de l'éclat à la RDC, surtout dans le monde entrepreneurial. Parce que je précise, InnovMag est non seulement non politique, mais c'est le seul magazine premium entreprise en RDC présentement. On ne parle que des entreprises. On ne parle que des entreprises. Si il y a un politique qui a une entreprise, d'accord, on parlera de l'entreprise de ces politiques-là. Mais nous, on n'est pas là pour dire que tel député, par exemple, a construit 50 ponts.
à Massissi. Ça ne nous regarde pas. Mais nous, on est là pour dire l'entreprise NNP a fait de meilleures vidéos pour telle entreprise qui avait besoin d'un soutien communicationnel, par exemple. Nous, on va dire, il y a telle entreprise de construction qui construit telle œuvre pour telle entreprise de telle personne. Vous voyez un peu le principe. Donc, nous sommes rassurés et nous sommes sûrs à 200% que c'est possible. C'est possible de montrer qu'il y a des gens extraordinaires et exceptionnels en RDC. Voilà pourquoi j'ai dit toujours aux gens que la RDC, c'est carrément le paradis, au fait. Alors, comment on trouve le magazine? En dur, bien sûr, qu'en ligne. Comment on fait pour le retrouver ou soit, je sais pas, contribuer, participer Pour le projet magazine, nous sommes sur tout ce qu'il y a comme plateforme des réseaux sociaux. Donc, avec InnovMag comme identifiant. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn. Et notre objectif, c'est de faire connaître au monde et au plus grand nombre possible. Et pour ce qui est de la partie électronique, le support électronique, il est téléchargeable sur notre site, qui est innov-mag.com. Et vous avez la possibilité de télécharger les PDF. Mais aussi, nous faisons de newsletters. Donc, étant donné que le magazine est trimestriel, chaque mois, nous parlons d'une innovation, d'une entreprise du coin ou de la RDC dans notre coin. Mais le côté dur du magazine est trouvable sur le point de vente que nous spécifions, bien sûr, sur nos différentes pages. Donc, si vous allez sur notre LinkedIn, notre Twitter, vous allez voir les détails par rapport au point de vente, si vous voulez la version dure. Mais si vous voulez aussi être dans le magazine, tout ce qu'il y a comme détails de contact et tout, c'est sur la plateforme. OK. Un mot de la fin pour tous ces entrepreneurs qui ont peur d'innover. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que vous leur dites? Pour ces entrepreneurs qui ont peur d'innover, je pouvais juste leur dire que c'est normal d'avoir peur. La peur, elle a toujours été là, mais je pense que le plus grand combat, c'est d'abord vaincre sa peur. Et aussi de savoir que le risque, il est partout. Parce que la plupart des gens, ils te diront « j'ai peur de perdre mon argent », mais déjà le garder à la banque, nous sommes de Goma, nous sommes de la RDC, nous savons combien de banques, de coopératives, de microfinances sont parties avec de l'argent de gens. Et je me demande s'il faudrait plus avoir peur d'investir de l'argent pour gagner demain ou d'avoir peur d'avoir cet argent en sac et de se faire voler cet argent-là. Donc moi, à la fin, je dirais l'innovation, l'entrepreneuriat, c'est des risques, mais des risques qui ont leur pesant d'or. Welcome to the new world of audio production in Goma City. Goma Production. We are a path to your business success. Voilà, nous sommes à la fin de ces podcasts. Nous étions avec Dieva Moussagui, avec qui on a discuté sur l'entrepreneuriat, l'innovation. Quelle est la place de l'innovation dans l'entrepreneuriat? Si vous avez besoin d'écouter plusieurs discussions pareilles sur l'entrepreneuriat, l'industrie créative en République démocratique du Congo, retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur YouTube, bien sûr sur Niragongo Ngoma Production. Et même partagez, téléchargez et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook pour ne pas rater les prochaines mises à jour du podcast. Salut à tous et surtout, n'ayez pas peur d'innover. À la prochaine.